Ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une de l'actualité ce soir, grève des transporteurs. Une bonne nouvelle pourrait sortir de cette conclave en cours. Le cadre unitaire et des membres du gouvernement sont en négociation actuellement. Et cette grève affecte le secteur informel. Les marchands de fruits sont angoissés. Leurs produits sont en attente d'acheminement et risquent de se détériorer. Nous serons à la rue Sandiniéry dans ce journal. Lamine Diack a rejoint sa dernière demeure. L'ex-président de l'I2AF est décédé hier à l'âge de 86 ans à Dakar. Une grosse perte pour le monde sportif. L'actualité internationale en fin d'édition consacre une large fenêtre à la présidentielle de la Gambie. Nous serons donc à Banjul retrouver nos envoyés spéciaux. Tout de suite, le développement de tous ces titres. Bienvenue à tous. Le mot d'ordre de grève des transporteurs pourrait être levé ce soir même. L'annonce a été faite par un des responsables du cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal, actuellement en conclave avec des membres du gouvernement. Il s'agit selon nos sources d'un round de négociation avec 3 ministres, à savoir Mansour Faye en charge des transports, Omar Gueye, ministre des collectivités territoriales, et Dame Diop qui gère le portefeuille de l'emploi. Et le secteur informel subit les contre-coups de cette grève des 14 organisations du cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal. Les vendeurs de fruits à la rue Sandiniéry confirment leurs marchandises sont en état d'attente actuellement à la rue Sandiniéry et risquent de se détériorer. Avec cette attente, Abdou Khadim Thiam et Seydina Mbaye ont fait un tour. La mésentente entre le gouvernement et les syndicats des transports routiers inquiète le secteur informel. À la rue Sandiniéry à Dakar Plateau, les vendeurs de fruits subissent le contre-coup de la grève. Fruits yëpp a yàqu li ñuy jaay yëpp a yàqu parce que nit ñi oto ñoo leen di andi. Tous les fruits ont pourri parce qu'il n'y a pas de clients. Les transports en commun les amenaient, mais avec cette grève, tout est à l'arrêt. Moi qui vous parle, ces 2 derniers jours, j'ai dû marcher pour venir travailler. Les tchak-tchak demandent entre 5 000 ou 6 000 francs. Si je veux payer cette somme durant la grève, ça sera trop dur. Pour ñëw day metti ci ñun. Des conséquences économiques immédiates. La grève nous a causé beaucoup d'ennuis. On ne voit presque plus de clients. La marchandise commence à se détériorer. Cette cliente s'approvisionne dans ce marché. La grève l'affecte parce qu'elle débourse une somme assez importante pour rallier les lieux. Non, c'est tout un problème. Nous rencontrons d'énormes difficultés pour venir ici. Quelqu'un nous a amenés à la LGI de Mbao. Arrivé là-bas, on a dû attendre tellement qu'on était fatigué de patienter. Nous étions obligés de payer les services d'un particulier. On a décaissé 6 000 francs pour venir ici à la Sandiniéry. Maintenant, on a un problème pour rentrer chez nous. Ce mouvement d'humeur n'a pas encore connu son épilogue. Les syndicats des transports routiers campent sur leur position. L'économie sénégalaise risque d'en pâtir davantage. Lamine Diack, décédé hier, repose désormais au cimetière musulman de Yoff. La levée du corps a eu lieu cet après-midi à la grande mosquée de Mermoz. Sportifs, autorités politiques, parents et amis ont accompagné l'ex-président de la Fédération mondiale d'athlétisme jusqu'à sa dernière demeure. Nos reporters Omar Khan et Augustin Mandan y étaient. Difficile d'accéder à la grande mosquée de Mermoz, pleine à craquer. Tout autour, les forces de l'ordre assurent la sécurité. Parents, amis, voisins, autorités politiques, sportives et religieuses, tous sont venus accompagner Lamine Diack à sa dernière demeure.
Un athlète de haut niveau qui a gravi tous les échelons et dont le parcours a déjà immortalisé Matar Ba, ministre des Sports. Il a fait ce que tout le monde ne peut pas faire. Cela veut dire de son vivant donner des leçons, avoir un parcours qui peut servir aujourd'hui. C'est pourquoi un de vos confrères m'a posé la question par rapport à l'immortalisation de Lamine Diack. J'ai dit, ce qu'il a eu à faire dans ce monde-là, l'a immortalisé avant sa disparition. Lamine Diack a durant toute sa vie œuvré pour le développement du sport sénégalais, africain et mondial. L'athlétisme, le football, le rallye Paris-Dakar, Lamine Diack a été sur tous les fronts. C'est Lamine Diack et Jacques Chirac, maire de Paris, qui ont été à l'origine du rallye Paris-Dakar alors que le président Senghor s'y opposait. Au niveau du comité national olympique, en 1980, avec le conflit en Afghanistan que l'Union soviétique avait envahi, les États-Unis avaient mené une large campagne de boycott des Jeux de Moscou. Et le président Senghor et le bloc français occidental demandaient au mouvement sportif sénégalais de suivre. C'est le président Lamine Diack qui a convaincu le président Senghor et le président Abdou Diouf de la participation du Sénégal et des pays africains. Et c'est Lamine Diack qui a créé les premiers championnats du monde d'athlétisme pour les intercaler entre deux Jeux olympiques parce qu'il estimait que ce n'était pas normal que les athlètes ne puissent s'exprimer qu'une fois tous les 4 ans. Maire de Dakar, député à l'Assemblée nationale et ministre des Sports, Lamine Diack a également eu un riche parcours politique. Là aussi, l'ancien président de l'IAAF a laissé son empreinte. Il a beaucoup contribué à la réforme du statut de Dakar parce qu'il a été le président du conseil municipal. Il a ramené Dakar dans le droit commun communal pour avoir un statut de maire. Non, de Lamine Diack, on ne retiendra pas que ses déboires avec la justice française ces dernières années. L'athlète de haut niveau repose désormais au cimetière Yoff. Remarquant, le Sénégal perd une véritable icône du sport avec la disparition de Lamine Diack. Lamine Diack était tout d'abord un athlète de haut niveau qui s'est illustré avant les indépendances à la discipline du saut en longueur. Devenu champion de France avec un saut de 7,63 mètres, il a réussi à battre son propre record en 1959 avec 7,72 mètres pour se hisser à la tête du championnat français universitaire, oui. Son portrait est dressé par Papa Doussard. Sa vie a commencé à Dakar et se termine également dans la capitale sénégalaise. Le dernier saut de Lamine Diack n'a pas pu dépasser la hauteur fixée par la faucheuse. Une vie auréolée d'abord, altérée ensuite par une affaire judiciaire qui l'a poursuivi jusqu'à sa mort. Mais l'ancien patron de l'athlétisme mondial n'a jamais lâché le combat. Pendant 6 longues années, le père de Massata Diack a été le personnage principal dans une série judiciaire à plusieurs épisodes, condamné à 4 ans de prison par les autorités françaises en septembre dernier, dont 2 avec sursis après avoir été reconnus coupables de corruption sur fond de dopage d'athlètes russes. Une décision judiciaire qui avait noirci ses cheveux assagis par l'âge, mais l'athlète ne s'est pas essoufflé sur la piste. Lamine Diack a réussi à retourner dans son pays natal grâce au soutien de son club de cœur, le Jadaf, et de ses amis qui ont finalement payé sa caution. Sa carrière a démarré sur les chapeaux de roue. Grand sportif, il devient champion en saut en longueur au Sénégal mais aussi en France, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport en 1969, maire de Dakar en 1978, vice-président de l'Assemblée nationale en 1993. Lamine Diack a été président de l'IAAF de 1999 jusqu'à 2015. Sur son cou, plusieurs médailles, dorées d'abord, éclipsées ensuite par ce revers judiciaire à 88 ans. Lamine Diack perd le dernier combat contre la mort. Son enterrement est prévu aujourd'hui au cimetière de Yoff. Et Rebeuss pleure son fils à la maison familiale des Diack et dans le quartier. L'on se rappelle d'un homme courtois et généreux. L'ex-président de l'IAAF mérite d'être honoré selon ses voisins. Reportage à Rebeuss, Pape Madiaraté Sarr et Augustin Mandon. Rue Montjean, angle Belfort. C'est le calme plat ce vendredi matin au quartier Rebeuss. À la maison familiale, quelques voisins viennent présenter leurs condoléances. Le rappel à Dieu de Lamine Diack prend de court tout le monde ici.
C'est un véritable deuil pour l'ensemble de la communauté de Rebeuss. Il en est de même pour le Sénégal et le Waalo où il est originaire. Dès que je l'ai su, j'ai arrêté automatiquement toutes mes activités pour venir ici. C'est douloureux pour tout le monde. Mayacine Gaye vient de sortir de la demeure familiale du défunt. L'homme de 66 ans ne tarit pas d'éloges à l'endroit de son mentor. Lamine Diack a été un grand homme. Et je peux dire qu'il a eu un parcours hors norme. Il a eu un parcours hors norme. Et Lamine Diack, partout où il est passé, il a donné des leçons qui étaient retenues. Je garderai de lui l'image d'un homme équilibré, jovial, mais sincère. Un homme de foi. Cette nièce de Lamine Diack se rappelle, elle, d'un père de famille modèle. C'était un excellent père, un excellent parent. McLeod, c'était quelqu'un, un leader. Moi, je l'appelais toujours mon président et je vais l'appeler toujours mon président parce que c'est mon président à vie. Et c'était un grand leader, c'était un grand mentor, c'était un excellent sportif. Et il a tiré, on va dire, le Sénégal, l'Afrique, pendant longtemps. Et puis voilà, bon, c'est difficile, mais à l'impossible n'est tenu. Dans le quartier, tous sont unanimes. L'homme ne doit pas tomber dans l'oubli. Selon les habitants de Rebeuss, il mérite de grands hommages. Oui, les témoignages restent unanimes. L'ancien président de l'I2AF a beaucoup œuvré pour le développement de l'athlétisme mondial. Selon Mbaye Jacques Diop, conseiller technique en communication du ministère des Sports, Lamine Diack était un modèle. Écoutons-le. C'est une perte mondiale dans la mesure où le président Lamine Diack était un modèle de conscience patriotique au service, en tout cas de la nation, mais au service du monde. Parce qu'au regard de ce qu'il a fait en tant que dirigeant sportif, comme l'a rappelé tout de suite le confrère qui faisait un portrait profil du président Lamine Diack, c'est quelqu'un qui aura marqué en tout cas son époque, que les gens le veuillent ou pas. Et les gens ont essayé quand même d'effacer sa mémoire collective avec les ennuis judiciaires que vient de rappeler le confrère. Mais je pense que, quoi qu'on puisse dire, elle ne peut nullement s'effacer dans la mesure où elle a servi le monde. Il a servi le monde au niveau, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau politique, même au niveau social. Donc Lamine Diack était ce leader charismatique qui était écouté sur la scène internationale et qui a acquis, en tout cas grâce à son action, à ses idées, le prestige et le respect. Donc c'était quelqu'un qui avait le national, qui avait de la dignité et de la distinction comme principe. Donc il n'était pas seulement un homme d'État remarquable, mais il avait aussi ce qu'on appelait les qualités d'un homme tout court. Parce que j'ai eu quand même rencontré au cours de mes enquêtes quelques-uns de ses amis qui disaient que Lamine Diack était un gros travailleur, sérieux dans ses obligations, ses devoirs étaient toujours achevés sans retard et qu'il ne remettait jamais au lendemain le travail du jour, ce qui lui permettait de disposer quand même de temps libre pour ses activités sportives. Et c'était un camarade foncièrement honnête, comme on le disait feu Serigne Lamine Diop, qui disait que Lamine Diack était aussi propre dans son corps que dans son esprit et qu'il n'a jamais vu, en tout cas, ce qu'il peut garder de ce souvenir admiratif de cette camarade. La réaction du président de la République n'a pas tardé. Macky Sall, depuis son compte Twitter, parle d'un des plus illustres fils du Sénégal. Le président est revenu sur les nombreuses fonctions de Lamine Diack avant de présenter ses condoléances à toute la nation sénégalaise. Autre chose, tension à la poste. Les travailleurs décrient la gestion du directeur général Abdoulaye Bibi Baldé. Ils l'accusent, selon leurs termes, de vouloir étouffer un déficit de 1,7 milliard de francs CFA. Ces travailleurs se sont également opposés hier à l'installation du nouveau directeur de Poste Finance. Le compte rendu de Babacar Ndour. Le limogeage du directeur de Poste Finance, Salou Fedior, est juste l'arbre qui cacherait la forêt. Les travailleurs évoquent une procédure illégale à l'initiative du directeur général Abdoulaye Bibi Baldé, PCA de la filiale Poste Finance. Le syndicat des travailleurs des postes et télécommunications parle de malversation financière. Parce que dans la déclaration du directeur général de la Poste, il a fait état d'une situation difficile de l'équipe. Parce qu'il est en train de manipuler ce DAF-là. Ce DAF-là
il a un dossier. Il a un dossier en cours d'instruction que lui-même, Abdoulaye Bibi Baldé, a fait arrêter. Parce que le service inspection et audit dépend de lui. Il leur a demandé d'arrêter et il est question de détournement là-bas sur les mouvements de fonds. Fort de ce constat, les travailleurs demandent tout bonnement la démission du directeur général de la Poste qui serait à l'origine de cette mauvaise gestion et en appel à l'arbitrage du président Macky Sall. Il est de notre devoir en tant que travailleurs de clarifier la chose, mais il est aussi du devoir du président de la République. Nous réclamons l'arbitrage du président de la République pour que la lumière soit faite sur cette situation à la Poste, que le président trouve des solutions idoines à ce problème récurrent devenu insoutenable pour les travailleurs. Parce que les travailleurs se sont opposés à l'installation du nouveau directeur à la Poste Finance. Ils réclament en outre la lumière sur un déficit de 1,7 milliard relevé à l'agence de Malick Sy. Et notre rédaction a tenté de joindre sans succès le directeur de la Poste, Abdoulaye Bibi Baldé. Ce vendredi 3 décembre est célébrée la journée mondiale des personnes vivant avec un handicap. Parmi ces personnes à mobilité réduite, certaines s'adonnent à des activités génératrices de revenus. D'autres, par contre, attendent toujours un appui de l'État et espèrent trouver des opportunités d'emploi pour subvenir à leurs besoins. Le reportage de Mam Alassane Laïsek. Les personnes à mobilité réduite, pour la plupart, refusent de subir leur handicap. Ce vendeur d'équipements sportifs à Colobane en est un parfait exemple. Tout ce que l'homme fait, je pense au fond de moi que je peux le faire. Je travaille comme tout le monde pour satisfaire mes besoins. Son handicap ne le freine guère et les comportements qui le lui rappellent ne font que le motiver davantage à se battre pour garder son autonomie. Parfois, les petits-enfants se moquent de moi, mais cela ne me gêne guère. Je peux me déplacer, je prends toujours les escaliers. C'est seulement quand je veux de l'eau que les enfants m'assistent. Même s'il n'attend rien de l'État, il aurait aimé que les personnes handicapées soient assistées pour encourager autonomisation. L'État doit assister les personnes vivant avec un handicap en leur offrant des emplois et selon leur capacité pour satisfaire leurs besoins. Au Sénégal, de plus en plus, les personnes à mobilité réduite se rebiffent pour éviter de vivre dans l'assistanat. L'accès aux bâtiments universitaires et une bonne politique d'insertion professionnelle. Voilà le plaidoyer des étudiants en situation de handicap. Ils ont également célébré cette journée à Saint-Louis. Le compte-rendu de Mama Halisnian. Plus de considération et la prise en charge de leurs préoccupations dans la construction des édifices au sein de l'université Gaston Berger. C'est ce que veulent les étudiants vivant avec un handicap. Ils l'ont fait savoir aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale qui leur est consacrée. On a du mal à se débattre pour gagner le campus social. Au niveau du campus pédagogique, il y a des élèves qui n'ont pas été faites. Il y a des infrastructures qui ne répondent pas aux normes de constitution internationale. Parce que même au recteur de l'université, ça ne répond pas aux constitutions. Parce qu'au recteur, il n'y a pas d'amp. Quand on a un petit déroulant, on a du mal à entrer au niveau du recteur. Par ailleurs, ces étudiants réclament aussi beaucoup plus de facilité dans leur insertion socio-professionnelle. Il y a des docteurs même, il y a des maîtres, il y a aussi ceux qui ont déjà eu leur licence d'EPI, voilà, et qui sont toujours là. Alors que même la loi d'orientation a prévu un quota de 15% dans la fonction publique. Des préoccupations qui semblent avoir trouvé une oreille attentive auprès des autorités universitaires. Il y a une attention vraiment qu'il faut avoir par rapport à leur inclusion, par rapport à la planification des enseignements, on l'a entendu. On peut avoir une étudiante qui est en fauteuil avec un cours qui est programmé à l'étage. Donc,
pour veiller vraiment à ces spécificités-là et à la prise en charge donc de leurs besoins et qu'ils soient aussi inclus dans les instances. Pour l'instant, les 43 membres de l'association des étudiants en situation de handicap continuent à s'entraider et à prier pour l'amélioration de leur sort. Le projet de budget du ministère de la Santé et de l'Action sociale pour l'exercice 2022 voté aujourd'hui, il est arrêté à la somme de 235 996 717 777 contre 216 580 694 455 francs CFA, soit une augmentation de 19 416 23 322 francs CFA en valeur absolue et 8,96% en valeur relative. Abdoulaye Diouf Sarr, défendant le budget, est revenu sur plusieurs points. En 2021, nous avons acheté 8 scanners de IRM parce qu'avant, il était difficile de le faire au Sénégal, à Dalal Jamm et Fan. 18 tables radio, 17 appareils d'échographie, 21 appareils de mammographie. Chaque région en a un. Et aujourd'hui, avec l'acquisition des centrales d'oxygène aussi, nous sommes en route pour l'autonomisation en oxygène. Un montant de 5 milliards a été injecté dans les laboratoires, sans compter l'acquisition de 20 générateurs de dialyse individuels pour la prise en charge de la Covid-19. Le Sénégal vient de réceptionner le bâtiment de sa nouvelle école d'enseignement militaire supérieur. Le président de la République Macky Sall a inauguré l'Institut de défense du Sénégal, un complexe au sein du camp militaire Idrissa Fall, ex-Leclerc, qui contient un pôle pédagogique, administratif et une partie dédiée au logement. Les 26 stagiaires de la 4e promotion en cours d'état-major sont les premiers élèves de cet établissement. Le compte rendu de Abdourahmane Li. Le ruban coupé, la plaque dévoilée, le président Macky Sall, accompagné de son ministre des Forces armées, du chef d'état-major général des armées, du haut commandant de la gendarmerie nationale et du directeur de l'Institut de défense du Sénégal, inspecte l'infrastructure militaire. Un établissement qui regroupe l'école d'état-major, l'école supérieure de guerre et le centre de doctrine au grand bonheur des forces de défense et de sécurité. Ainsi, nos officiers des armées de terre, air, mer, de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale de sapeurs-pompiers disposent désormais d'une structure d'accueil leur permettant d'accéder aux plus hautes formations diplômantes, ouvrant la voie à des fonctions en état-major, mais aussi de commandement et de direction au plan national et international. Cette cérémonie a également vu la présence de la ministre des Affaires étrangères, une présence qui tire son sens de la vocation de l'Institut qui se veut international. Vous avez tout d'abord derrière nous le pôle administratif et pédagogique qui est sur 3 niveaux, plus une terrasse accessible. Au centre, nous avons un amphithéâtre d'une capacité de 320 places. Et plus au nord, vous avez le pôle qui est réservé à l'hébergement des stagiaires. Donc à l'heure actuelle, nous avons une capacité de 54 studios, donc 18 chambres par palier, plus une terrasse accessible qui sert aussi bien d'espace de buanderie et disons, de lieu d'aisance. Sinon, agrémenté de tout ça, nous avons un complexe sportif pour permettre aux gens aussi de se maintenir en bonne condition physique. Le Maroc, la France et les États-Unis comptent accompagner l'Institut de défense du Sénégal, ceci dans le but de l'inscrire dans le cercle des instituts militaires de référence. Des étrangers, mais également des locaux, de surcroît des civils. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a ainsi participé à la mise en place des programmes académiques de la structure. Comme pour souligner que la sécurité et la défense, impératifs nationaux par essence, nécessitent la collaboration entre militaires et civils, deux versants de notre commun vouloir de vie commune. J'encourage vivement la direction de l'IDS à poursuivre ses efforts dans ce sens, en faisant appel à des ressources humaines de qualité, militaires certes, mais aussi civiles, qui, par leur expérience
avérés des affaires nationales et internationales apporteront une valeur ajoutée au contenu de vos programmes. Un discours qu'il a tenu dans cet amphithéâtre de la structure qui porte le nom du défunt général Mourdouignan, ancien ministre de l'Intérieur et ancien président de la commission du dialogue politique. Le premier cours va accueillir 26 capitaines de la 4e promotion du corps d'état-major, issus de l'armée de terre, de la gendarmerie nationale, de l'armée de l'air et des directions chargées du matériel, du génie, des infrastructures et de l'intendance des armées. Et toujours concernant la Grande Muette, le chef suprême des armées, Macky Sall, a trouvé nécessaire de prolonger l'âge de la retraite des officiers généraux. Dorénavant, les généraux de brigade aérienne et les contre-amiraux iront à la retraite à 61 ans. Les généraux d'armée aérienne, les généraux de corps d'armée, les généraux de division et les vice-amiraux vont décrocher à 61 ans. Partager les compétences, c'est l'objectif d'une formation de 12 jours dont ont bénéficié des médecins militaires. L'initiative vient des éléments français au Sénégal, EFS. Cette 11e édition s'est terminée par l'exercice MACAL sur les scènes de blessés de guerre. Mamadou Dieng et Moussa Fall signent le compte-rendu. À l'intérieur du mythique quartier Colonel Guel de Ouakam, un site aménagé pour abriter la dernière étape d'une formation intensive de 12 jours. L'exercice est dénommé Mascal, spécialement dédié aux médecins militaires. C'est un collectif d'afflux massif de blessés. Il reproduit des scénarios proches de la réalité sur le terrain. Un maquillage de plaies extrêmement réaliste. À la suite d'une attaque, des blessés sont dispersés sur le théâtre d'opération. Ils se tordent de douleur, des cris de détresse. Une première équipe de 7 médecins infirmiers est dépêchée sur les lieux. 20 minutes plus tard, une autre s'ensuit. Les médecins font le tour des blessés. L'objectif est loin de soigner tout le monde, mais d'en sauver le maximum. Pour y arriver, il faut de la sérénité. Surtout l'aptitude principale, c'est le pouvoir gérer son stress. Parce que vous voyez, c'était pas évident. Vous suivez et le contexte d'opérabilité aussi, ça joue parce qu'on est en zone de guerre. Peut-être il y a l'ennemi qui rôde autour. Donc tout ça, tu dois gérer et faire le maximum de secourisme. On n'a pas besoin de la médecine purement médecine médicale à l'intérieur du combat. Les blessés ont perdu beaucoup de sang. Pour éviter le refroidissement de leur corps, ils sont enveloppés dans des couvertures de survie en attendant leur évacuation. Cette simulation est l'aboutissement d'une formation à la mise en condition de survie des blessés de guerre accordée à 12 médecins et infirmiers d'Afrique de l'Ouest pour mieux les outiller. Cette formation nous a permis du moins à mettre à jour nos connaissances et de driller nos compétences surtout. Ce stage est une initiative des spécialistes du Centre médical interarmé, des éléments français au Sénégal. Pour cette 11e édition, il a fallu un renfort, un détachement de l'école de Val-de-Grâce fraîchement venu de Paris. Ces formateurs soulignent leur satisfaction. Je les ai trouvés extrêmement pertinents dans leur réaction et ce que j'aimerais vous dire à tous, c'est que je suis très fier de la façon dont ils ont mis en œuvre l'ensemble des apprentissages et tout ce qu'on a essayé de leur apporter, en plus de l'expertise qu'ils avaient déjà avant de venir ici. Le terrain commande, d'où la nécessité d'une formation continue, sans relâche. Celle-ci a été planifiée sur 3 niveaux, avant l'intensification. Ce stage corsé permet aux stagiaires d'acquérir des compétences pour former à leur tour des militaires et leurs unités respectives. Certains d'entre eux sont d'ailleurs appelés à exercer la médecine de guerre dans la bande sahélo-saharienne.
50 ans d'indépendance pour les Émirats arabes unis. Leur ambassadeur à Dakar a saisi l'occasion pour magnifier les relations du Sénégal avec son pays. Sultana Arbi évoque des projets en gestation et expose les réalisations de son pays. Aliou Sow, Séléman Diallo. Le jubilé d'or de la fédération est ainsi lancé. Le discours est prononcé en langue arabe. L'ambassadeur des Émirats arabes unis a magnifié la relation de coopération et d'amitié avec le Sénégal. Une relation stratégique sur le plan africain. Sultan Al-Harbi soutient que son pays s'engage à soutenir le Sénégal dans ses efforts de développement économique et social avec 25 accords et mémorandums. Le projet de construction du port de Ndayan, estimé à plus d'$1 milliard américains, en est une parfaite illustration. D'autres projets sur l'habitat, la pêche avec des pirogues en fibre de verre sont en gestation. Ces acquis de la coopération sont plus que jamais une relation d'avenir d'après l'ambassadeur. Un cinquantenaire qui ouvre beaucoup de perspectives, la fédération lance ainsi la zone de l'espoir sur la planète Mars, faisant des Émirats arabes unis le premier pays arabe et le 5e dans le monde à réaliser un tel exploit spatial. Et la centrale nucléaire de Baraka qui va couvrir 25% en énergie, entre autres. En 50 ans, les Émirats arabes unis ont incarné un véritable leadership sur le plan de la diplomatie avec sa désignation pour abriter la COP28, son élection au Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que la désignation d'un de ses généraux à la tête d'Interpol. Le pays de Sultan Al-Harbi compte ainsi plus de 200 nationalités et plus de 40 églises, tout dans le cadre de la promotion de la paix et des valeurs humaines de tolérance, souligne l'ambassadeur à Dakar. Présidentielle gambienne. À présent, les observateurs locaux déplorent ce qu'ils appellent l'utilisation abusive et illégale des moyens de l'État par les candidats. À la veille du scrutin, la société civile gambienne a tenu une conférence de presse pour publier le rapport sur le déroulement de la campagne, la correspondance de Amadou Bari. C'est un minutieux travail de monitoring qu'a effectué Gambia Participates, l'une des organisations de la société civile aujourd'hui la plus en vue en Gambie. Après avoir déployé des observateurs dans toutes les circonscriptions du pays, le coordonnateur national de l'ONG dresse un bilan à mi-parcours du processus électoral. 96.96% of Gambia Participates observers noted that the general À 96%, nos observateurs de terrain ont noté dans l'ensemble un climat calme et apaisé. Cependant, ils ont déploré quelques tensions entre partisans, des attaques verbales et des discours haineux durant le déroulement de la campagne. Gambia Participates a constaté également une utilisation abusive et illégale des moyens de l'État durant cette période particulière. Despite being prohibited by law, 25.64% of the observers... Même étant interdit par le code électoral, les observateurs ont remarqué que les ressources de l'État ont été utilisées durant cette période par des ministres et des gouverneurs. Les biens de l'État le plus utilisés, ce sont les véhicules, le carburant et le personnel administratif. Cela inclut la participation des fonctionnaires à la campagne en abandonnant leur poste. La société civile a formulé une série de recommandations, d'abord à l'endroit de la commission électorale. The IEC must avoid errors in the reporting of election results. L'organe électoral doit s'assurer du respect par les acteurs du code de bonne conduite. La commission doit faire de sorte qu'il n'y ait pas d'erreur de chiffres sur les résultats. Des chiffres erronés peuvent être facteurs de déstabilisation du pays dans ce contexte sensible.
L'institution doit être prudente et indépendante lors de la proclamation des résultats. Autre recommandation formulée, c'est à l'endroit des électeurs. La société civile les exhorte à être patients et fait appeler en acceptant le verdict des urnes. À l'instar de la CEDEAO et de l'Union africaine, l'Union européenne et le Commonwealth ont toutes déployé des observateurs pour la supervision du scrutin, un scénario contraire à celui de la présidentielle de 2016. Je vous propose d'écouter Marianne Gabriel de la délégation de l'Union européenne en Gambie. Ses propos sont recueillis et traduits par nos envoyés spéciaux à Banjul, Djeba, Mam Abdougaye Kassé et Amadou Bari. L'Union européenne a une longue tradition de déployer des observateurs à travers le monde pour superviser les élections. En Gambie, cette année, nous avons déployé dès le début des observateurs durant le dépôt. Au total, nous sommes une soixantaine d'experts, des observateurs de long terme et des diplomates européens basés dans le pays inclus. Nos observateurs ont été déployés à travers tout le pays. Aucune région n'a été laissée en rade. Globalement, tout se passe bien pour le moment, à en croire nos observateurs déployés sur le terrain. Il y a un engouement chez les électeurs et les activités politiques sont très intenses, ce qui est un bon signe pour la démocratie balbutiante en Gambie. C'est la deuxième fois que l'UE déploie ses observateurs dans ce pays. La première fois était aux législatives de 2017. En 2016, nous n'avions pas envoyé d'observateurs vu le contexte de l'époque. C'est la première présidentielle que nous supervisons et évidemment, notre intention c'est de coopérer avec les autorités de ce pays pour publier notre rapport d'observation. Elle s'ouvre ce soir sur la Gambie naturellement. Cette veille d'élection, à l'issue de 3 semaines d'activités intenses, les candidats à la présidentielle gambienne ont clôturé la campagne hier dans la capitale. Ce vendredi est un jour off en attendant le vote de demain samedi. Donc côté, la commission électorale se veut rassurant. Tout est fin prêt pour l'échéance. 1 million d'électeurs sont attendus à départager. Les 6 candidats. Amadou Bari signe cette fenêtre d'Afrique. À la veille de ce rendez-vous majeur avec son histoire, la Gambie, la capitale, notamment Banjul, est calme ce matin. Nous sommes à la veille de ce scrutin. Alors nous avons sillonné un peu les rues de la capitale. C'est le calme plat qui contraste quand même avec l'ambiance ces derniers jours et ces dernières semaines. Les candidats sont tous revenus. Ils ont battu campagne pendant 3 semaines. Alors la campagne a été clôturée hier à minuit. Aujourd'hui c'est off. Personne ne bat campagne. Les Gambiens se préparent à voter massivement demain. Il faut rappeler que c'est quelques 1 million d'électeurs, quasiment la moitié de la population qui est appelée à départager les 6 candidats, dont le président sortant, qui se représente pour la première fois après avoir exercé un mandat de 5 ans. Adama Barrow fait face à 5 autres candidats, dont son principal challenger, Ousseynou Dabo, 73 ans, qui se représente pour la 5e fois dans un scrutin qui semble être sa dernière chance. Alors, autre candidat, c'est Halifa Sallah, le candidat du PDOAS, le Parti socialiste gambien. Lui aussi, ça semble sa dernière chance. À 68 ans, c'est un dinosaure de la politique gambienne. Autre candidat à retenir, c'est le poulain, l'homme qui a été adoubé par l'ancien président Yaya Jammeh, Mama Kandé, qui a bénéficié quand même du soutien du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État gambien qui vit en exil en Guinée équatoriale. L'autre candidat, c'est l'indépendant Essa Fall et Abdoulaye Ibrahima Jammeh. Alors, il faut dire que, comme on l'a dit, pour la commission électorale, c'est un défi énorme. C'est une première. La Gambie vit la première présidentielle post-Jammeh. C'est une élection qualifiée de très ouverte. Il y a beaucoup d'observateurs. Il y a un engouement énorme.
car 1 million d'électeurs, c'est la moitié de la population gambienne, vous imaginez. Alors, il faut dire que pour la commission électorale, qui faisait quand même l'objet de quelques critiques, tout est fin prêt, on affirme que tout est fin prêt. Le porte-parole de la commission que nous avons joint aujourd'hui, de ce soir, il annonce que les bureaux de vote seront installés. Dans un certain temps, quand même, il faut rappeler, en Gambie, c'est le système, c'est le vote à billes, contrairement au Sénégal où ce sont les urnes. Ici, chaque candidat dispose d'une petite boîte à billes. Alors, chaque électeur peut reconnaître facilement son candidat, car chaque boîte est à l'effigie d'un candidat. C'est très facile pour toutes les catégories sociales, que l'on soit éduqué ou pas. Alors, autre particularité, ici, le bureau de vote ouvre à 8 heures, mais il ferme à 17 heures, contrairement au Sénégal. Et il faut dire aussi que ce scrutin est à majorité simple à un seul tour. Donc, le candidat qui arrive en tête remporte de facto cette élection. Alors, il faut aussi rappeler que pour tâcher d'être complet aujourd'hui, toutes les organisations internationales ont dépêché des observateurs. Les organisations comme l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, le Commonwealth, l'association des pays anglophones dont fait partie la Gambie, tous ont déployé des observateurs pour quand même superviser ce scrutin, test majeur pour la démocratie gambienne. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur www.emedia.sn. Restez en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve demain pour un autre 19h45. Bonne soirée.